Aujourd'hui, on quitte Toulouse pour Meaux, dans l'est de la banlieue parisienne, où vous allez découvrir l'affaire du meurtre non élucidé d'une jeune femme de 19 ans. Allez, c'est parti. Ce 9 juin 1994, en voyant sa sœur jumelle s'éloigner de son immeuble de la cité Beauval à Meaux, Nathalie Leroy ne se doute pas que c'est la dernière fois qu'elle voit Karine vivante. Ce matin-là, Karine aurait dû faire le trajet avec une amie pour se rendre au lycée Jean Villard. Malheureusement, le destin a voulu qu'elle se rate à quelques minutes près, et Karine a fait le trajet toute seule. On sait qu'elle s'est arrêtée dans un tabac pour acheter un paquet de cigarettes. Mais à partir de ce moment-là, la jeune femme s'est volatilisée. Le soir, en ne la voyant pas revenir, ses proches se font de suite du souci, car ce n'est pas du genre de la jeune femme que de partir sans rien dire à personne. Ils vont se mettre à la chercher partout, y compris dans les endroits les plus glauques et malfamés du coin, mais aucune trace de la lycéenne. La police va être alertée, mais malgré le fait que Karine n'a pas le profil d'une fugueuse, les policiers vont privilégier la disparition volontaire. Malheureusement, la suite des événements va montrer qu'ils avaient tort. Plus d'un mois après, le 12 juillet 1994, des gens font une macabre découverte à l'orée d'un bois de Mont-Soleilmont, à quelques kilomètres de la cité Beauval. Là, au milieu de la végétation, gît le corps en décomposition d'une jeune femme. Les liens en plastique et du fil électrique sont enroulés autour de son cou, ce qui laisse peu de doute quant à l'origine criminelle de sa mort. Mais qui est-elle? Elle est méconnaissable. Serait-ce Karine Leroy, cette jeune femme qui allait fêter ses 20 ans et qui avait disparu un mois plus tôt? La comparaison d'une radio des dents qu'avait fait Karine avec celle faite sur le corps va confirmer cette hypothèse. C'est bien Karine Leroy qui vient d'être retrouvée. Mais qui a pu s'en prendre à cette jeune fille sans histoire? L'entourage de Karine va être entendu. Certaines pistes vont être suivies par les enquêteurs en charge de l'affaire. Des suspects vont être interrogés, mais ça ne donnera rien. Malgré toutes les investigations qui ont été conduites, aujourd'hui, 28 ans après les faits, l'odieux personnage qui a décidé que Karine devait mourir à l'aube de sa vie n'a toujours pas été identifié. Bon, on va voir ça un peu plus en détail. Avant de commencer, allez cliquer sur le bouton rouge là, s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche aussi, de mettre un petit like, et après on y va. Alors, le corps de cette malheureuse Karine, il est retrouvé donc dans un sous-bois qui se situe au bout d'un champ, pas loin du château d'eau de Mont-Soleilmont. Il est sur le dos. Comme je vous l'ai dit, autour de son cou, il y a du fil électrique et un feuillard. Un feuillard, c'est un lien en plastique qui sert à lier les journaux. Là, vous savez comme ils ont les livreurs de journaux. Ça, c'est un détail important. Donc, elle a ça autour du cou. Le corps, il est trop décomposé pour savoir s'il y a eu agression sexuelle. Mais dans cette affaire, apparemment, il y a deux mobiles qui apparaissent. C'est ou l'agression sexuelle ou la revanche. On va voir pourquoi. On a vu que le corps, il avait été retrouvé un mois après. Alors, faut savoir quand le meurtre a été commis. Est-ce qu'il y a eu séquestration? Est-ce qu'elle a été tuée de suite? Normalement, elle a été tuée vite après sa disparition. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que, bon, déjà, il a dû avoir des investigations, bien sûr, au niveau de la police scientifique. Euh, pour dater, euh, pour dater la mort, en général, ils peuvent se servir de, par exemple, des larves qui sont retrouvées sur le corps. Voilà, ils savent au bout de combien de temps les mouches elles viennent vers un corps, et ils savent combien de temps la larve déposée par la mouche elle met à se
à se développer. Et il se fie par rapport à ça pour dater la mort. Mais aussi, il y a le fait que pas loin du corps, il y avait un paquet de cigarettes. Apparemment, c'est le paquet de cigarettes que Karine aurait acheté le matin de sa disparition. Et il manquait qu'une seule cigarette de ce paquet. Ça peut laisser penser qu'elle a été tuée pas longtemps après avoir acheté le paquet. Le meurtre, il a l'air d'avoir été commis là-bas sur place, dans le sous-bois. Pourquoi? Déjà sûrement parce que sur le corps il ne devait pas y avoir des marques qui pouvaient laisser penser que le corps il avait été traîné. Et ils ont fait des analyses et apparemment il y avait de la terre sous les semelles des chaussures de la victime. La terre qui correspondait au champ qu'il y a à côté du sous-bois. Donc apparemment elle aurait traversé en marchant ce champ. Peut-être et sûrement même sous la contrainte. Et arrivé dans le sous-bois, voilà, c'est là que le drame s'est déroulé. L'information que j'ai, c'est que bon, le corps il a été retrouvé à l'entrée du bois. Et il y a une question que je me posais, c'était si elle est allée à pied, Karine, si le corps il n'a pas été déposé là-bas, si elle marchait encore pour aller au bois, le perpétrateur, sachant ce qu'allait se passer, pourquoi il a pas fait marcher dans le bois de façon à s'enfoncer dans le bois et qu'il y ait moins de chances que le corps soit retrouvé ou qu'il y ait des gens qui voient quelque chose, etc. Bon, ça c'est une question, mais je me pose la question aussi de savoir si arrivé au début du bois, l'auteur savait déjà qu'il allait la tuer. Ou est-ce qu'après ça a dérapé? On ne sait pas. Parce que le premier suspect qu'on va voir, c'est l'ex-petit ami de Karine, qui était un étudiant congolais âgé d'une trentaine d'années à l'époque des faits. Et bon, détail troublant, je vous le dis de suite, ce gars il était livreur de journaux. Et on sait qu'il y a un feuillard qui a été retrouvé sur les lieux du crime. Donc ça met de suite la puce à l'oreille. Mais je me demande si en fait ils sont pas allés au bois, Karine étant consentante, parce que ce bois apparemment c'est un bois où il y a des couples qui se rejoignent pour faire ce que vous savez. Donc est-ce qu'ils sont allés là-bas, Karine étant d'accord, et qu'après là-bas sur place, ça ait dérapé? Parce que au niveau du couple, il y avait des problèmes apparemment. Parce que le gars, il aurait eu des problèmes sexuels. Donc, est-ce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés dans le bois pour avoir une relation, que lui, il a eu des problèmes sexuels, qu'il s'est énervé et qu'il a tué? On ne sait pas. Karine, elle a été retrouvée, il y avait ce soutien-gorge dans sa poche. Après, il y a une amie à elle qui dit que ça lui arrivait quand elle avait ses règles et tout de mettre ce soutien-gorge dans sa poche parce qu'elle avait mal au sein. Ou est-ce que, si c'est cette personne qui a fait le coup, c'est pas, c'est pas pour se venger de Karine qui lui a fait ça parce que, bon, ils s'étaient séparés et tout. Est-ce qu'il pensait pas que Karine, elle avait parlé de ses problèmes sexuels dans la cité ou quoi? Et que lui, il a pété un câble et qu'il a embarqué et qu'il a tué. En tout cas, la mère, elle dit que si elle est montée dans une voiture, c'est qu'elle connaissait la personne. Donc lui, bien sûr, elle le connaît. Il y a un feuillard qui est retrouvé sur les lieux du crime, lui, il livre des journaux. Aussi, quand il a été interrogé, il n'a pas voulu fournir d'alibi. Il a fait la forte tête, il n'a pas voulu fournir d'alibi. Sur les lieux du crime, il faut savoir qu'il y a des marques de pneus qui ont été retrouvées. Des traces qui pouvaient laisser penser que c'était une grosse voiture. Et lui, il avait une voiture qui aurait pu correspondre Mais bon, la voiture, elle a été saisie et tout. Ils ont rien trouvé de concret pour le confondre, si vous voulez.
Après, bon, ce gars, il a eu un comportement bizarre après le crime aussi. Il s'est disputé, il a failli agresser la mère de Karine. Donc il y a pas mal de trucs qui pointent vers lui, mais rien qui permet de le confondre. Il y a eu des descentes qui ont été faites chez lui aussi. Il a été placé sous surveillance, il a été placé en garde à vue. Ça n'a jamais rien donné. Au niveau de la police scientifique, pareil, rien pour le confondre non plus. Parce que par exemple, bon, il y a une touffe de cheveux maculée de sang et un poil qui a été retrouvé sur la scène de crime. En 2004, ils ont essayé de voir ce qu'ils pouvaient faire avec. Ils ont sorti un ADN qui n'est pas exploitable. Donc, bon, il y a pas mal de trucs qui mettent des bâtons dans les roues pour que cette affaire soit résolue. Au fait, par rapport aux marques de pneus, il y a un détail qui est troublant, c'est que lui apparemment, après le meurtre, il a voulu changer les pneus sur sa voiture. Donc il y a plusieurs éléments qui, accumulés les uns aux autres, commencent quand même à être... enfin, pour l'instant, il est toujours innocent. Il y a d'autres personnes qui sont suspectées et on va les voir. Donc le suivant, c'est Raymond Guardo. Raymond Guardo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gars qui violait ses enfants. Une de ses filles, elle l'a accusé d'être l'auteur des meurtres d'enfants qu'il y a eu au printemps 87, le meurtre de la petite Dumont, etc. Il avait été inhumé pour faire des comparaisons ADN, c'était pas lui. Et là, il est cité aussi dans l'affaire Karine Leroy, tout simplement parce que, bon, lui, il était imprimeur, il avait une petite camionnette et il se stationnait dans de multiples endroits en Seine-et-Marne, là où il habitait. Donc, apparemment, il aurait travaillé dans la cité Beauval aussi, ou proche de la cité Beauval, et la mère de Karine le connaît, au moins de vue. Donc, c'est un gars qui était à proximité de là où Karine a disparu. Peut-être pas ce jour-là, mais il fréquentait les lieux. Mais bon, il n'y a vraiment rien qui pointe vers lui. Alors, bon là je vais vous donner une liste de personnes qui sont connues pour avoir violé ou tué des femmes, ou les deux, qui étaient à l'époque en région parisienne. Mais bon, rien ne dit qu'ils soient impliqués dans cette affaire, mais ils étaient en liberté, à proximité, à cette époque-là. Voilà, donc il y avait Éric Goudard dans le nord de la région parisienne. Il y avait Fabrice Antamaten, même s'il était jeune, il avait 20 ans à l'époque du meurtre de Karine. Il n'était pas encore parti en Suisse ni rien. Il y avait Fabrice Moch dans les Yvelines. Et il y avait même Guy Georges. Alors vous allez me dire, oui, mais Guy Georges, c'est pas son modus operandi. Non, bien sûr, c'est pas son modus operandi. Sauf que sur les vêtements de Karine, il y a des marques qui ont été retrouvées, des trous qui auraient pu être faits avec un couteau. Alors vous allez me dire, oui, mais si elle avait été poignardée, ça se serait vu sur le corps. Seulement non, parce que l'état de décomposition, il permettait pas de savoir s'il y avait eu des plaies faites à l'arme blanche. Donc en plus, Meaux, c'est côté est de la région parisienne, et Guy Georges il s'est vissé dans l'est de Paris. Donc bon, après je sais pas s'il était véhiculé, mais ça il a pu sévir avec un complice qui avait lui une voiture. Mais bon, rien ne pointe vers lui, hein. Mais il était libre à cette époque-là. Voilà. Si les gars que j'ai cités précédemment vous les connaissez pas, je vais vous mettre en pin comment quelques affaires dans lesquelles je pense qu'ils peuvent être impliqués.
il reste une personne que je voudrais citer, mais je ne peux pas donner son nom complet. Philippe T, il s'appelle. Il était aussi, libre le 9 juin 94, il était encore libre. Mais pareil, j'ai pas pu le mettre là-bas à Mont. Mais bon, c'est une criminelle sexuelle qui était libre à cette époque. Maintenant, on va passer aux trois suspects principaux. Deux qui sont cités dans les médias dans cette affaire et un que c'est moi qui fais le rapprochement. Mais vous allez voir, c'est troublant. Le premier, c'est Michel Fourniret. Bon, ceux qui connaissent mes chaînes, ils savent que je fais plein de recherches sur l'affaire Fourniret, que je fais que parler de la shortlist qu'a dressée l'OCRVP, une liste de 21 affaires dans lesquelles les Fourniret sont investigués. Bon voilà. Ben, Karine Leroy, elle est sur cette liste. Bon, comment ça se fait que les Fourniret ils ont atterri sur la liste des suspects alors qu'à l'époque ils vivaient en Belgique? Il y a plusieurs raisons. Déjà, Karine Leroy, elle rentre dans la typologie des victimes de Michel Fourniret. Aussi, le couple à l'époque, ils avaient une 405 qui aurait pu laisser les traces de pneus qui ont été retrouvées sur la scène de crime. On a vu que la mère de Karine, elle dit que Karine, elle ne serait pas montée dans un véhicule si elle ne le connaissait pas. Seulement là, c'était un couple. Peut-être que Karine, en allant au lycée, elle marchait, elle est tombée sur les deux crapules. Monique Olivier, elle a fait la pas, elle lui a dit j'ai besoin d'un docteur pour mon enfant ou n'importe quoi comme il faisait. Karine, elle a vu que c'était un couple, elle s'est pas méfiée, elle est montée. Aussi, Michel Fourniret, il a étranglé plusieurs victimes, mais on a vu que dans les vêtements de Karine, il y avait des marques qui ont pu être faites avec un couteau. Et Michel Fourniret, c'est arrivé avec une victime qu'il a essayé de l'étrangler, la petite Natacha Danet. La petite, elle a résisté et il l'a poignardée pour que ça aille plus vite. Donc, est-ce que c'est passé ça avec Karine? On ne sait pas. Aussi, Fourniret, il a des connaissances dans l'est de Paris, notamment à Gournay, où il y a un ancien co-détenu à lui qui habite, qui habitait. Et surtout, il y a sa fille Marie-Hélène qui a vécu à Bussy-Saint-Georges. Et entre la Belgique et Gournay et Bussy-Saint-Georges, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Mont. Donc c'était sur leur trajet quand ils descendaient en banlieue parisienne. D'ailleurs, si c'est eux qui ont fait le coup, c'est sûrement au retour vers la Belgique parce que le corps, il est retrouvé aussi sur le même axe, sur cet axe que les fournir empruntés entre Paris et la Belgique, mais plus en partant vers la Belgique. Le corps il a été retrouvé. Donc voilà, c'est des petits détails, mais ça peut expliquer aussi. Et après, il y a un autre détail, c'est que le cartable de Karine, il n'a pas été retrouvé. Ils l'ont cherché, ils ont même vidé un canal et tout, pour retrouver son cartable et ses lunettes, et ils n'ont pas retrouvé. Et Fourniret, il y a un meurtre qu'il a commis, celui de la petite Céline Saison, où il n'y avait pas Olivier avec lui, et il lui a ramené genre un trophée. Il avait gardé le cartable de la petite et l'a ramené à Olivier. Il, il avait ouvert, et ils avaient regardé ce qu'il y avait dedans, etc. Ils avaient regardé les photos, etc. Voilà. Donc ça c'est plusieurs éléments qui... Voilà, un logiciel comme Anacrim ou le Salvac ou quoi, ils ont pu faire ce rapprochement. Voilà. En parlant du Salvac, notre suspect suivant, qui est beaucoup cité dans cette affaire, notamment depuis qu'il a été identifié il y a quelques mois, c'est Le Grélé.
Bon, le grêlé, c'est François Vérove. Si vous savez pas qui c'est, je vous mettrai en pin comment des vidéos à propos de lui. Donc, qu'est-ce que c'est qui peut faire penser que c'est Vérove? Toujours pareil, la mère elle dit qu'elle serait pas montée avec quelqu'un qu'elle connaissait pas. Seulement, Vérove, c'était un policier. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu lui sortir la carte de police et l'embarquer. Aussi, il avait une grosse voiture qui aurait pu laisser les traces de pneus qui ont été retrouvées sur la scène du crime aussi. Et il y a un autre détail au niveau du meurtre, c'est que bon, elle avait le feuillard autour du cou, elle avait du fil électrique, le grêlé, il a utilisé des trucs comme ça pour tuer certaines victimes. Et surtout, il y avait un morceau de bois dedans, au milieu des fils électriques, pour pouvoir serrer. Bon, ça, ils disent que ça s'appelle le garrot espagnol. Voilà, donc ça fait partie des détails qui pointent vers le grêlé. Et pareil, en plus du garrot espagnol qui fait partie de son modus operandi au grêlé, il y a le fait que peut-être que Karine elle a été poignardée et il y a des victimes que le grêlé les a étranglées mais il les a poignardées aussi avec un couteau. Donc c'est sûr que le modus operandi ressemble aussi. Mais surtout, c'est que le grêlé, donc François Vérove, à l'époque du meurtre, il vivait à Lhomme-Perrier, qui se situe à seulement 25 km de Meaux. Donc là, bien évidemment, c'est un red flag. En plus, il se pourrait que ce jour-là, François Vérove, il travaillait pas parce que si vous regardez un peu les témoignages de ses collègues de l'époque et tout, il y en a un notamment qui dit que quand il a rencontré François Vérove en 95, François Vérove, il avait déjà accumulé les arrêts de travail. Donc si lui le rencontre en 95 et qu'il dit ça peut laisser penser qu'il les a accumulés dans les années précédentes, les arrêts de travail. Donc est-ce qu'il était en arrêt de travail ou en congé ou quoi le 9 juin 94? Ce serait intéressant de le savoir. Mais s'il s'avère qu'il était bien libre ce jour-là, c'est chaud. En tout cas, bon, ce grêlé, il a été identifié là. Je serais très très curieux de savoir ce qu'ils ont retrouvé dans son ordinateur. Est-ce qu'il essayait de consulter un peu euh, les médias pour voir s'il n'y avait pas certains de ces crimes qui étaient évoqués? Ce serait intéressant ça. Mais ils le font, c'est sûr que les enquêteurs ils le font. Mais si c'est le cas, si regardez, ça va mettre en lumière les affaires dans lesquelles il est impliqué, hein. Ça c'est sûr. Ce serait bien. Enfin bref, voilà pour le grêlé. Maintenant, il y a un suspect que c'est moi qui ai fait le rapprochement. Alors, il y a un article du Figaro qui date du 12 octobre 2021, c'est-à-dire après l'identification du grêlé, où ils disent que le grêlé c'est pas le seul à être investigué dans l'affaire. Je pense pas qu'ils parlent de Fourniret. Je me demande si c'est le suspect dont je vais vous parler maintenant, mais ça ne serait pas étonnant que ce soit lui dont il parle. C'est Pascal Lafolie. Alors pourquoi Pascal Lafolie? Pour plusieurs raisons. Pascal Lafolie, si vous ne savez pas qui c'est un gars, c'est l'assassin de Nadège Desnois, une jeune fille qui avait été tuée en 94, comme Karine Leroy. Elle avait été tuée à Château-Thierry. Elle aussi faisait partie de la shortlist dans laquelle les Fourniret étaient investigués. Il s'est avéré que les Fourniret n'avaient rien à voir et que c'est Pascal Lafolie qui était l'auteur. Bon. Nadège Desnois, elle a été étranglée et poignardée aussi, comme Karine. Il y a un élément, j'hésite à vous le donner parce que
Je l'ai pas retrouvé dans les médias, je suis convaincu que c'est dans l'affaire Leroy, parce que je l'avais noté sur un papier à l'époque. C'est que il me semble que sur la scène de crime de Karine Leroy, il y avait une mise en scène, qu'ils avaient pris des bâtons ou je sais pas quoi et qu'ils avaient fait une croix avec. Voilà, il y avait une mise en scène de ce genre. Et sur le meurtre de Nadège Desnois, là où elle a été retrouvée, il y avait une rose qui était déposée sur le côté du corps, à proximité du corps. Donc une genre de mise en scène aussi. Voilà, ça peut laisser penser que... Pas que c'est le même auteur, mais bon, ça se ressemble. Aussi, Nadège Desnois, elle est agressée à proximité de son lycée. Karine Leroy, elle est agressée en allant à son lycée. Et c'est surtout que Pascal Lafolie, à l'époque, il habitait encore plus proche de Meaux que le Grélé. À l'époque, il habitait à Jouarre, Pascal Lafolie, qui se situe à même pas 20 km de Meaux. Et le corps, il est retrouvé à Montceau-les-Monts, qui se situe entre Meaux et Jouarre. Donc voilà, c'est tous les détails ça qui peuvent laisser penser que la folie, ça peut être l'auteur. Mais bon. Après, que ce soit Fourniret, que ce soit Le Grêlé, que ce soit La Folie, ou n'importe qui, bon, il y a toujours cette histoire de feuillard là, qui a servi à étrangler la victime, et qui rappelle que son ex se servait de feuillard. Mais il peut y avoir une explication toute simple. Par exemple, que Karine Leroy elle se servait d'un des feuillards pour attacher ses livres de cours ou des trucs comme ça, on ne sait pas. Peut-être qu'elle l'avait sur elle, on ne sait pas. Donc voilà. En tout cas, dans cette enquête, ils ont entendu un millier d'habitants du quartier, tous les chauffeurs de bus, les enseignants, les lycéens, les proches, l'entourage et tout, ils ont été placés sous surveillance. Ils ont mené toutes les investigations qu'ils ont pu. L'enquête, elle a été ouverte, elle a été refermée. Ils ont fait des analyses qui malheureusement n'ont pas parlé. Là, apparemment, ils en font sur le chemisier et les sous-vêtements de Karine. Faut espérer que ça parle, que... Voilà. Faut espérer que ça matche quelqu'un. Il y a toujours l'hypothèse aussi que c'était un gars de passage ou un habitant de Meaux, mais que ce soit pas des gens qui soient connus, que leur ADN ne soit pas dans le FNAEG. Là, ce serait vraiment le pire. Que ce soit un gars qui ait commis ça et qui n'a plus jamais rien fait et ne fera jamais plus rien. Là, ce sera vraiment dur de l'identifier. C'est pour ça que si quelqu'un sait quelque chose, parlez. Faut pas que ce crime il reste irrésolu. Faites-le pour la maman de Karine, pour sa jumelle, pour ses petits frères et sœurs. Voilà, puisez en vous cette force de parler. Ce sera vraiment une bonne action. Voilà, il faut le faire. Si vous savez quelque chose, parlez. Voilà, en mémoire de Karine. Elle a été tuée, elle avait 19 ans. C'est vraiment atroce. Donc voilà, dites ce que vous savez. Bon, maintenant je vous ai dit tout ce que j'ai trouvé à propos de cette affaire. Partagez-la la vidéo. Mettez un like, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres affaires non résolues. Allez, au revoir.